Et la question était pneumologie interventionnelle. C'est énorme. Et technique et indication. Je ne savais pas du tout, est-ce que je dois parler que de ce qui est nouveau, mais la pneumologie, il n'y a pas que l'endoscopie, il y a pas mal d'autres choses. Donc je vais essayer de présenter, puis vous m'arrêterez si vous en avez marre. Déclaration, pas d'intérêt. Première chose, c'est la formation. C'est ça le problème majeur de l'endoscopie et de la pneumologie interventionnelle. Il faut que les internes, les résidents apprennent déjà les principes fondamentaux de l'endoscopie souple et apprendre à faire des prélèvements, gérer les situations d'urgence, notamment l'hémoptysie. Ça, c'est des choses que vous pouvez très bien le faire dans n'importe quel service de pneumologie. Et ça, c'est pas fait. Bon, je vais raconter l'histoire d'une chef de service en Algérie, qui est un chef de service depuis 2 ans. Elle a tout le matériel, mais n'a jamais fait de fibroscopie. Et depuis 2 ans, elle ne fait pas de fibroscopie dans son service. C'est inadmissible. Donc ça, c'est la première chose, c'est la formation. Donc ça, c'est... Alors, revenir en arrière. Juste là, c'est les formations. Il y a des formations pratiques, notamment à Marseille, avec Bruno Escarguel, ou avec Hervé Dutot, ou avec Philippe Estoul. Donc il y a des formations qui sont bons, mais c'est toujours de la formation, 1 journée ou 2 jours, etc. Ce n'est pas du tout une vraie formation. Donc il faut minimum 2-3 mois de formation pour acquérir un petit peu les choses. Alors la simulation, c'est quelque chose de très important qu'on peut très bien faire. Il y a pas mal de maquettes, etc. Il y a pas mal de choses. Il y a plusieurs systèmes, ça dépend un petit peu des prix, etc. Et là, c'est surtout celui-là, ce système qui est portable, qui est très 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 bien, ça, on apprend. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus presque le droit de donner la main directement sur le malade. On est obligé que l'étudiant ou le pneumologue fasse déjà de la simulation pour pouvoir exercer sur le malade. Alors, les techniques. Les techniques sont énormes. Ça va de l'aspiration transbronchique, la biopsie, l'autofluorescence, l'écho-endoscopie, la navigation virtuelle électromagnétique, l'alvéoloscopie, la micro-endoscopie cofocale, la cryosonde et l'échographie thoracique. Et j'ai mis de côté la thoracoscopie médicale qui est un peu particulière, mais qui fait partie de la pneumologie interventionnelle. Quand est arrivée l'autofluorescence, on s'est dit, je ne sais pas comment ça marche, pour marcher, bon, ça ne marche pas la vidéo. Quand est arrivée l'autofluorescence, on s'est dit, on va pouvoir dépister le cancer avec l'autofluorescence. En fait, ça n'a pas donné vraiment les choses comme ça. Ça ne s'est pas bien passé. Ah oui. Ça, c'est l'autofluorescence. Donc, il y a en autofluorescence, on a des zones où il y a une perte de l'autofluorescence. Et comme ça nous a permis quand même d'orienter les biopsies. Ça a permis de le faire. Mais les études n'ont pas montré que c'est un moyen pour dépister le cancer du poumon à un stade précoce. Et c'est l'idée qu'on s'est donnée à... Voilà, c'est une étude canadienne qui a montré chez 1300 participants que le scanner donne plus dépiste plus
Et l'apport de la bronchoscopie à l'autofluorescence avec le scanner, ça n'apporte pas grand-chose, donc ça fait une augmentation pour le dépistage 0,15%. Donc c'est bien pour orienter une biopsie, mais ce n'est pas du tout pour le dépistage. L'écho-endoscopie a changé la donne et a nettement diminué le nombre de médiastinoscopies, et ça a fait quelque chose qui est important. Donc là, on peut très bien explorer toutes ces aires ganglionnaires. Il n'y a qu'une aire, c'est 5 et 6, où là, on est obligé de passer par la médiastinoscopie, qui n'est pas toujours simple, même pour le changer. Et la combinaison de l'IBUS et l'échographie digestive, ça permet d'améliorer les données et les résultats des données, des résultats biopsiques. La navigation virtuelle électromagnétique, elle est restée longtemps, elle date des années 90, mais elle est restée longtemps inaccessible car elle était très très chère. Donc il y a eu en France 2 postes de navigation électromagnétique qui ont été mis en route, simplement. Mais maintenant ça revient parce que le prix a diminué, et surtout on va voir que c'est utilisable avec notamment quand on fait la localisation des nodules pulmonaires. Et là, c'est une étude de l'équipe de Montsouris sur 83 patients sur 5 années. Et ils ont pu localiser des nodules en pré-vidéothoracoscopie avec des tailles quand même de petite taille, de 9 à 14 mm. Et la réussite a été de 93%. L'alvéoloscopie, micro-endoscopie confocale, là pour le moment, c'est la recherche simplement. On va regarder vraiment dans les alvéoles, on a les images, etc. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire autre chose que la recherche en ce moment. La cryosonde a amélioré les choses, et notamment le système RB, la cryo-RB, avec une innovation. Bon, vous le connaissez déjà, c'est Zahama qui pratique ça depuis longtemps sur la cryothérapie, et là ce sont des matériels nouveaux qui va permettre, avec des sondes toutes fines, d'aller le plus loin possible et d'aller faire des biopsies, donc directement au niveau des tumeurs périphériques. Et ça, mais c'est en concurrence avec les ponctions sous scanner, mais il y a moins d'accidents, il y a moins de pneumothorax, et on a donc la longueur qu'il faut, et on peut combiner ces cryosondes flexibles avec, voilà, là c'est un exemple de cryobiopsie. Je crois qu'on a parlé hier sur les cryosondes. Et il y a, bien sûr, il faut... Là, j'ai plus... voilà. Il y a 2 qui ne marchent pas, je ne sais pas pourquoi. Je les ai ici, mais... Donc, voilà, ça saute. Bon. Et il faut mettre un cathéter avec un ballonnet pour empêcher que le malade, pour l'hémoptysie, enfin le saignement. Donc et les cryobiopsies, ça donne vraiment des fragments qui sont importants. Là, c'est... Voilà. Donc, quand on combine la biopsie transbronchique avec la sonde avec l'échographie, on peut améliorer les résultats et la qualité, la taille des biopsies, puisque vous voyez, on passe à 19 mm². C'est avec
la pince de cryothérapie, enfin de biopsie, et les complications sont moins importantes que ce qu'on voit avec la ponction transpariétale. On peut combiner la navigation, là c'est aussi la navigation électromagnétique et la cryobiopsie. Donc vous voyez, on revient sur des techniques. Et il faut combiner toutes les techniques pour arriver à des meilleurs résultats. L'échographie thoracique aussi, ça a végété pendant plusieurs années. Maintenant, c'est devenu quelque chose de très très pratique et très courant, avec même les petits scanners, les scanners échographiques qui sont vraiment portables et qu'on peut faire directement au lit du malade. Et on a sur la tablette les images, etc. Donc ça diminuait le nombre de radiographies thoraciques que l'on demande dans les cliniques, par exemple. L'échographie, ça permet bien entendu les poses de draps, les ponctions, et ça donne des images pulmonaires. On peut très bien voir l'épanchement pleural, mais aussi on peut voir les images pulmonaires, les parenchymateuses. Il y a un article qui a montré l'importance du diagnostic par échographie des pneumopathies, et ça c'est une méta-analyse, et avec une sensibilité quand même de 94%, une spécificité de 96%. Donc avec l'échographie thoracique, on peut faire des diagnostics de pneumopathie. Voilà en ce qui concerne les moyens diagnostiques. Les moyens thérapeutiques, là c'est pareil, on a le drainage endoscopique, le lavage pulmonaire, la fermeture des fistules, aussi bien trachéale que broncho-pleurale. On peut, avec les agrafes, avec les spigotes, l'extraction des corps étrangers, qu'il ne faut absolument pas laisser aux mains des ORL, parce que là ils sont là à l'affût. Les corps étrangers, ça fait partie de la pneumologie. Ce n'est absolument pas du tout. La seule chose, c'est que pour un service d'endoscopie, pour les corps étrangers, il faut être disponible. Parce que généralement, les corps étrangers, c'est dimanche à 13h, après l'apéritif des parents. C'est là où il y a l'inhalation de corps étrangers. Puis là, vous avez une grande expérience avec les épingles. Ça, c'est la pose... Mais avec les épingles, je pense que c'est plus avec en fibroscopie qu'avec le bronchoscope rigide. Donc la mise en place de tubes à hanter, c'est la désobstruction trachéobronchique, la mise en place et retrait des prothèses endotrachéobronchiques. Il faut toujours savoir que quand on met une prothèse, il faut savoir être capable de l'enlever. Donc il ne faut jamais mettre de prothèse qu'on ne peut pas enlever. La trachéotomie percutanée dans certains services de réanimation. La réduction endoscopique du volume pulmonaire à les valves, il y a la vapeur, et puis le développement actuel de la radiofréquence. Radiofréquence pour la thermoplastie pour les asthmes sévères, mais aussi pour le traitement des tumeurs, donc en oncologie, pour les tumeurs périphériques. Et les radiologues, ils ont développé la radiofréquence transthoracique, et nous, on développe la radiofréquence transbronchique. Donc ainsi, ça permet, avec justement la navigation électromagnétique, on peut avoir les choses de façon très claire, et c'est la robotisation. Donc le développement du robot en endoscopie, ça commence à fleurir un petit peu. La base, c'est le bronchoscope rigide. En endoscopie interventionnelle, on ne peut pas se passer de bronchoscope. C'est-à-dire, on peut faire pas mal de choses avec le fibroscope souple, mais c'est limité. Donc, il faut absolument avoir surtout qu'avec l'anesthésie générale, c'est absolument impeccable. Il n'y a aucun problème pour faire la bronchoscopie rigide. Donc la seule chose, c'est que quand on fait de l'endoscopie interventionnelle, c'est que ce n'est pas que le pneumologue, c'est toute l'équipe.
c'est l'infirmière, c'est l'anesthésiste, c'est le trio qui va travailler. Un pneumologue seul, là maintenant vous me dites voilà il y a un malade, il faut le faire, je ne peux pas. Je n'ai pas l'infirmière, je n'ai pas l'anesthésiste qui a l'habitude de travailler. Pour l'anesthésiste, il faut toujours prendre un anesthésiste qui a l'habitude de travailler avec les ORL. Parce que quand il travaille avec les ORL, il partage avec eux déjà la voie aérienne. Et là, on a besoin de lui pour partager la voie aérienne. Les lasers, c'était... donc on est dans les années 80 où on a commencé avec le laser. Il y a plusieurs types de lasers, mais actuellement c'est vraiment le laser à diode qui marche le mieux. C'est l'expérience de milliers de patients traités, les complications sont rares. C'est vrai qu'il y a quelques complications qui arrivent au début de l'expérience. Ça peut se faire quand on s'amuse à passer la sonde de laser avec le fibroscope et quand on tire en même temps que à l'intérieur du fibroscope, c'est sûr qu'il va y avoir le feu. C'est les cas qui ont été décrits, c'était des erreurs de manipulation. Donc, mais c'est un matériel qui est coûteux, ça c'est sûr, et 4 fois le prix de la cryothérapie, 3 fois le prix de la thermocoagulation, mais on peut. C'est un moyen qui est qui marche très très bien. Voilà. Parmi les lasers qui sont intéressants, c'est l'argon plasma, notamment pour les saignements, c'est de l'électrocoagulation. L'avantage, c'est que si vous n'avez pas de thermocoagulation, vous n'avez pas de laser, il y a toujours un appareil de chez RB dans les blocs opératoires ou dans lequel on peut mettre une sonde de laser argon. Donc ça, c'est possible à faire. Quand on a l'appareil d'RB, on peut très bien faire de l'argon. Et bien, plasma et coagulation, c'est un effet thermique pareil comme le laser. La thermocoagulation, c'est une méthode ancienne, c'était l'électrocoagulation avant, et ça a été transformé par notre ami Jean-Paul Aumasson dans les années pareilles, on est dans les années 80. Et c'était il y a un effet immédiat comparable au laser, mais c'est par rapport au laser où il n'y a pas de contact, là avec la thermocoagulation il y a un contact, donc, et c'est moins cher que le laser. La cryothérapie endoluminale à haut débit de dose, c'est le rôle du fibroscopiste, de l'endoscopiste, du pneumologue, c'est de mettre le cathéter en place et c'est le travail après du radiothérapeute pour que la capsule donne une irradiation interne, donc en supplément au niveau une sorte de surdosage que l'on va faire sur le plan local. Donc ça peut très bien être, mais ça on le fait avec un service de radiothérapie, s'ils sont équipés, ça peut rendre service. La photothérapie dynamique, c'est une injection de hématoporphyrine, et puis avec un dye laser, un laser un peu spécial, on peut très bien traiter endoscopiquement les malades. Donc là vous voyez la tumeur là je sais pas si... Voilà, la tumeur là. Donc là, on a fait 48 heures après l'injection d'hématoporphyrine. Ça nous donne l'idée vraiment de la tumeur exactement. Et voilà le résultat. C'est une réponse partielle, mais c'était une réponse qui était intéressante. Là, on est dans le traitement des cancers. Alors les prothèses, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs formes. Il y a les prothèses cylindriques, les prothèses grillagées métalliques. La prothèse la plus connue, c'est celle de Dumont en silicone, parce que en plus c'est la moins chère, mais elle ne s'adapte pas parce que c'est une droite, donc dans les courbures de la branche principale gauche, par exemple, ça ne passe pas. Donc on a les prothèses mixtes. Et maintenant, on peut imprimer en 3D sa prothèse. Donc, on peut très bien faire l'impression 3D. Et c'est pas, voilà, les différents types de prothèses. Donc, il y a plusieurs. Chacun, il y a même certaines. Il y a
Jean-Michel Vergnon, qui a inventé aussi une prothèse en forme particulière. Chacun a essayé de... Mais il n'y a pas de prothèse Garbi, hein, j'ai utilisé les autres. Voilà, on place ici la mise en place, c'est la prothèse grillagée. On la met dans un cathéter et on pousse le cathéter et on retire, on pousse le cathéter là et après on retire le cathéter et ça s'ouvre dedans. On a d'autres prothèses où c'est un fil autour et c'est l'infirmière qui tire le fil et la prothèse va s'ouvrir et c'est... Là, c'est pour une fistule œsotrachéa. La AirStent, c'est une des dernières prothèses, parce que normalement, c'est une prothèse, elle est droite, mais surtout, elle est souple. Elle est souple. Elle est souple et on peut faire une prothèse en Y, donc pour la carène, pour recouvrir la carène, et la partie basse de la trachée, on peut très bien faire ça. Là, c'est la prothèse qu'on imprime en 3D. La première a été mise en place, enfin, elle a été créée par l'équipe de Toulouse en 2013. Et depuis, il y a d'autres qui l'ont fait. Et c'est très facile à faire dans la mesure où au début il fallait une start-up particulière pour faire, mais là maintenant on a des logiciels qui sont, c'est Microsoft, le 3D Builder, vous pouvez imprimer n'importe quoi avec ce type de, bien sûr il y a après la qualité du produit, ça dépend un petit peu de l'imprimante elle-même, c'est elle-même qui est un peu chère, mais ça peut être très bien faire l'affaire. Donc là, je pense que dans l'avenir, justement, pas mal de services, on va utiliser ce type de... Et puis, il y a aussi les prothèses biodégradables, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, la prothèse va disparaître, et on n'a pas besoin de l'enlever ou quoi que ce soit. Donc elle va jouer son rôle de tuteur pendant 1 an ou 2 ans, et puis après elle disparaît complètement, elle est complètement biodégradable. C'est notamment pour les sténoses trachéales complexes, pour lesquelles on ne peut pas enlever on peut pas les opérer. On peut très bien, c'est une prothèse en polydioxane, oxanone, pardon. Et a eu, par exemple, 22 prothèses chez 14 patients avec un effet immédiat comme une prothèse normale. Et ces 7 patients, après, quand ça a disparu, l'effet initial est resté en place. Donc, il n'y a pas de récidive de la sténose chez ce type de patient. Donc, il y a 10 mois au moins de dommages. C'est une bonne alternative aux prothèses classiques, et notamment chez les enfants. Parce que chez les enfants, on a mis des prothèses, et j'en ai fait 14, et j'ai attendu que les enfants soient de l'âge de 12-13 ans pour commencer à les enlever. La prothèse, elle est restée dans la trachée, donc elle était accrochée, mais je n'osais pas les enlever parce que c'était des prothèses métalliques non couvertes, c'était les prothèses, les stents coronariens qu'on a mis, parce que c'était des enfants, quand on a mis, ils avaient entre 1 et 3 mois qu'on a mis ça. Et j'ai attendu, et quand on a fait la première ablation, il y avait une équipe chirurgicale prête, si jamais, et ça se déchire. Mais en fait, dès qu'on a tiré dessus, c'est venu tout seul. Donc, et du coup, avant de quitter Marie-Lalande, j'ai enlevé toutes les prothèses et aucun enfant n'est resté avec. Mais quand même, ils sont rentrés chez eux parce qu'ils étaient en réanimation intubés, ventilés, avec la sténose par malacie, c'est une sorte de trachéomalacie. Et ils ont pu grandir normalement et rentrer chez eux. C'est ça. Donc ce type d'expérience de biodégradable, c'est impeccable pour les enfants quand on peut le faire. Alors les indications, je vous en ai parlé au fur et à mesure, parce que là j'étais obligé de faire un peu de toutes les... Pour la pathologie tumorale, les indications, c'est le patient symptomatique.
Il n'est pas question d'aller triturer une trachée ou une branche parce qu'il faut faire quelque chose. Donc là, vraiment, le malade est symptomatique. Et l'anesthésiste, il me demande, est-ce que tu vas l'améliorer ou pas? Si je lui dis oui, je vais l'améliorer parce que je passe en fibroscopie pour voir un petit peu comment c'est derrière, etc. Si je lui dis oui, il m'a dit, je l'anesthésie, il n'y a pas de problème. Mais si je lui dis non, il ne va pas être amélioré, il s'arrête. Donc c'est le patient symptomatique. Et c'est des patients qu'une fois on a fait la bronchoscopie de désobstruction, ils rentrent chez eux le lendemain. C'est vraiment, ils sont améliorés. Donc, et puis, parfois, il faut travailler toujours avec les chirurgiens. Moi, c'est toujours l'endoscopie interventionnelle ne remplace pas la chirurgie. C'est un complément, mais absolument pas du tout. S'il y a une indication chirurgicale, c'est d'abord l'indication chirurgicale. Que ce soit pour sténose trachéale, que ce soit pour tumeur, n'importe, c'est l'indication chirurgicale parce qu'elle est définitive et elle est complète. L'endoscopie interventionnelle, c'est un complément à la chirurgie et non pas un concurrent. S'il y a des choses que le chirurgien ne peut pas faire, nous on essaie de les faire, mais ce n'est pas question de remplacer. S'assurer, bien entendu, c'est ce que je vous ai dit, d'assurer de la possibilité d'améliorer la situation et il faut qu'il y ait des conditions techniques optimales. Ça, c'est nécessaire. On ne peut pas faire l'endoscopie interventionnelle n'importe comment, n'importe où, n'importe comment. Donc là, j'étais content de faire l'endoscopie interventionnelle dans un site chirurgical. J'ai eu, sur les 36 ans de Marie-Lalonde, j'ai eu qu'une seule fois, si vous voulez, le plaisir d'être en face de la salle d'opération. Et c'est un malade qui a été opéré, une lobectomie, il a fait une fistule, une bronchique, et le chirurgien voulait regarder comment faire pour l'opérer. Et donc on l'a pris, la salle de bronchoscopie, elle est juste en face d'une salle opératoire. Les chirurgiens étaient habillés, ils sont venus voir, ils étaient habillés. Je passe on fait le masque laryngé, je passe le fibroscope, on regarde tous, et j'ai dit, à un moment donné, je n'avance plus, je m'arrête là, tu regardes, parce que je n'avance plus. Je voyais au fond de la fistule l'artère pulmonaire qui battait, donc il n'était pas question d'aller triturer ça. Et je suis sorti, l'anesthésiste enlève le masque laryngé, le malade tousse et boum, le saignement. Donc l'anesthésiste le réintube en serrant sélectif et entre le moment où c'est arrivé et l'ouverture du thorax, ça s'est passé même pas 8 minutes. Parce que les deux portes se sont ouvertes, l'équipe était prête et tout. Donc j'étais heureux que ça se passe comme ça parce que mais il faut l'envisager. Donc c'est une possibilité. Donc, laquelle choisir? Donc, il y a plusieurs techniques pour la désobstruction. Ça dépend du degré de l'urgence, des caractéristiques de la tumeur et les moyens techniques dont on dispose. Endoluminal, bien entendu, on a la possibilité de faire du laser, de l'électrocoagulation, la curithérapie endoluminale, la photothérapie et les prothèses, il n'y a aucune indication. Sauf si on veut retarder la repousse de la tumeur. C'est-à-dire quand on a fait une désobstruction, on peut mettre derrière une prothèse pour que ça ne récidive pas trop vite. Mais ce n'est pas une indication primaire. Extrinsèque, c'est le laser ne marche pas parce qu'on ne va pas attaquer la paroi, parce que c'est une compression extrinsèque. Donc là, c'est le domaine des prothèses. C'est ce qu'on voit dans les ganglions, les adénopathies médiastinales, les tumeurs de l'œsophage, etc. Et puis il y a les mixtes
là on va enlever une partie de la tumeur avec le laser, l'électrocoagulation, etc. Et on peut mettre la prothèse derrière pour compléter. Voilà les différents aspects endoscopiques donc, que l'on voit. Les cancers, l'autre indication, les cancers périphériques, les lésions superficielles, donc on est au stade 1, sont nodules, bien entendu, et ça, on peut très bien proposer la curithérapie endoluminale, et on peut proposer la radiofréquence maintenant, on peut très bien, pour ces malades, quand il n'y a pas, quand il n'y a pas d'opérabilité du patient, la fonction respiratoire limitée, etc. Pour certaines tumeurs périphériques, on peut très bien proposer la radiofréquence comme traitement. C'est ce que proposent les radiologues par la radiofréquence transthoracique, non, avec la navigation électromagnétique et les cryosondes, on peut très bien proposer le traitement de ces cancers périphériques. Pour les prothèses, les indications, les tumeurs trachéobronchiques obstructives, les sténoses non tumorales, post-intubation, post-trachéotomie, les sténoses inflammatoires, on a traité des maladies de Wegener, la polychondrite chronique atrophiante, la trachéobronchomalacie. Là, c'est vraiment la trachéobronchomalacie, on a besoin des prothèses qui sont très très larges et parfois ça dépasse, ça ne tient pas. Et là, on a compris que chez certains patients, il vaut mieux faire de la VNI que de mettre une prothèse. En faisant de la VNI pour la trachéobronchomalacie, ça marche très très bien, ça les améliore mieux que les prothèses. Mais quand c'est petit, on peut le faire. Les fistules osotrachéales ou trachéomédiastinales, les ruptures trachéales, on a quelques patients qu'on a traités par les prothèses. Ce sont des déchirures qui sont limitées et qui ne nécessitent pas une opération. On a quelques patients qui ont été traités comme ça. Les compressions cardiovasculaires congénitales chez les enfants et post-opératoires chez les enfants, ça a été fait. On continue sur la pneumologie interventionnelle. Il y a la réduction endoscopique du volume pulmonaire avec les valves, les spirales et la vapeur. Plusieurs approches endoscopiques. En fait, la réduction de volume, ça permet, ça concurrence, là, on concurrence un peu la chirurgie, parce que la chirurgie, elle est très risquée, et donc ce n'est pas une concurrence, c'est vraiment un complément, parce que les chirurgiens, quand ils ne peuvent pas les opérer, nous, on peut très bien le faire. Donc il y a eu pas mal de techniques, l'instillation de substances biologiquement actives, il y a le bypass bronchique, la vapeur, les valves unidirectionnelles. Voilà, par exemple, ici, c'est l'instillation de colle biologique. Donc, ça a diminué, on voit très très bien le diaphragme sur le cliché de droite qui a remonté. Donc, il y a une distension qui est moindre avec une augmentation du VMS qui est passé de 0,6 à 1,18 litre. Donc il y a et puis le VR, là je ne l'ai pas mis, mais le VR a chuté près de 150%. Donc c'est... Alors le traitement par la vapeur, c'est un traitement particulier, mais qui marche très très bien aussi. Le but, disons, c'est de donner une atélectasie des zones malades qui sont pour redonner de l'espace, de la place pour le reste du parenchyme pulmonaire. Les valves unidirectionnelles, ça marche très très bien. La seule chose, c'est le prix. C'est 2500 pratiquement en pièces. Il faut mettre 3 valves dans le lobe supérieur gauche et 3 valves, donc ça fait 6 fois, c'est 12 000 euros. Mais l'avantage, c'est qu'on peut le faire, puisque maintenant, il y a la prise en charge de la sécurité sociale. Au début, c'était pas pris en charge, mais là, maintenant, c'est pris en charge, donc on peut très bien le faire. Donc, et là, donc c'est toujours ces atélectasies, amélioration, ça améliore la survie. Donc, ce sont des valves, ici, c'est le Zéphyr,
c'est des valves qui se ferment lors de l'inspiration. Donc ça s'ouvre à l'expiration et ça se ferme à l'inspiration. Donc ça permet à l'air de sortir et les espaces qui sont distendus, ça a amélioré. Les résultats, c'est pareil sur le plan radiologique. Alors ça, je le montre, ce cliché-là, il y a actuellement abandon des spirales. Les spirales, ça a été pendant presque 3 ans, on a mis des spirales par après spirales, mais là, voilà le résultat. D'abord, c'est parce que c'est des sortes de fils qui à mémoire qui se tord la branche et qui branche et ça donne. Donc il y a eu pas mal d'accidents, notamment ici on a qui a traversé la plèvre, donc il est passé dans la cavité pleurale, la spirale. Et de toute façon, actuellement c'est fini, c'est terminé, il y a plus, on n'utilise plus les coils. Alors pour les asthmes, l'autre indication, les asthmes sévères, dans le GINA, on parle de thermoplastie. Donc dans le stade, on peut très bien faire de la radiofréquence thérapeutique, donc c'est de la basse énergie, et on va coaguler les tissus, et surtout on va agir sur les fibres musculaires lisses, qui va réduire un petit peu la contractilité et l'hyperréactivité bronchique. Donc voilà, c'est ce système, ce sont des sondes à panier avec 4 branches, et un générateur qui va donner une faible puissance, mais énergie monopolaire de radiofréquence. Voilà. Alors, une séance, c'est 1 heure. Hein. Il faut millimètre par millimètre, il faut avancer tout doucement. Donc, ce sont donc il faut faire les 2 côtés le même jour et surtout ne pas faire au niveau de la lobaire moyenne. Il ne faut pas toucher la lobaire moyenne, c'est le lobe supérieur, simplement c'est le lobe inférieur, mais pas la lobaire moyenne. Peut-être c'est une alternative thérapeutique dans les asthmes. Là actuellement on attend les études pour confirmer les données. Merci pour votre attention. Et surtout, ce qu'il faudrait, c'est toujours à chaque fois que je parle de il faut, c'est à la place de dire je vais faire, c'est faisons-le. Merci. Merci beaucoup, Dr Larbi, pour cette très belle illustration des différentes techniques de pneumologie interventionnelle. Moi, j'ai une remarque par rapport à cette conférence et la conférence d'hier. On a vu hier une comparaison des mortalités dans la cryobiopsie entre la chirurgie et les cryobiopsies. Et donc, les études montrent que la mortalité est plus faible. Sauf que, sur le plan pratique, on accepte une mortalité au cours d'une chirurgie. La famille l'accepte plus ou moins, mais qu'il y ait des décès dans les décours d'une endoscopie interventionnelle, je ne sais pas si c'est perçu de la même manière. Là, il y a une étude qui est sortie qui a comparé justement les prélèvements périphériques dans les fibroses, la chirurgie, les biopsies et les cryobiopsies, mais les cryobiopsies quand même ont donné de meilleurs résultats. C'est avec une disons des suites simples, beaucoup plus simples. Et je pense qu'avec l'avantage de la cryobiopsie, c'est qu'elle donne un fragment qui est nettement meilleur que le prélèvement qu'on fait à l'aveugle avec la biopsie, parce que ça donne un fragment que l'on peut étudier, etc. Mais normalement, la biopsie chirurgicale, elle reste quand même agressive.
Pour rebondir sur la biopsie chirurgicale et la cryobiopsie, bon, ça dépend aussi des pathologies. Même par rapport à la conférence d'hier, à un moment donné, on a viré un peu par rapport à d'autres indications. Mais si on reste, par exemple, dans les PID, les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes, la lésion, elle est périphérique, sous-pleurale, et on avait dit hier. Et on a tendance, dans l'endoscopique, à être plus proximale. Et ça peut donner certains résultats. Hier, on a vu des séries avec des cancers et tout ça, mais ça fait d'autres indications. Quand on revient à la biopsie pour le diagnostic étiologique des PID, bon, on peut toujours se poser la question par rapport à est-ce qu'on va aller dans cette voie-là. De toute façon, là, elle fait l'objet actuellement d'évaluation et c'est une technique qui a sa place, mérite d'être mieux évaluée actuellement. Et c'est les études qui vont nous le dire pour le... Oui, probablement, l'expérience est limitée, mais peut-être qui veut... Oui, un petit commentaire pour répondre à votre question. D'abord, je pense qu'une famille aura du mal à accepter une mortalité pour un examen diagnostique, que ce soit de la chirurgie, une bronchoscopie, alors qu'inversement, un acte thérapeutique, moi je vois par exemple, je pense que Noureddine Garbi a la même expérience, la bronchorigide en urgence d'un malade qui a une tumeur qui va le tuer, si on ne fait rien, on désobstrue, on met éventuellement une prothèse et on remet les compteurs à zéro pour la prise en charge de son cancer. C'est quand même à ça que sert la broncho-interventionnelle. Et de temps en temps, des patients décèdent parce qu'il y a une artère pulmonaire, parce qu'il y a un saignement. Mais ça, les familles sont capables de l'entendre parce que si on fait rien, il meurt et on tente quelque chose pour qu'il ne meure pas. Donc par rapport à votre commentaire, je pense que la question, elle n'est pas sur le geste qu'on utilise. On peut aussi faire des diagnostics de PID en ponction sous scan. Ça a été montré avec des aiguilles. Ça coûte beaucoup moins cher même que les cryobiopsies. Mais pareil, si le malade fait un pneumothorax suffocant, ce sera dur d'expliquer. Enfin, il faudra justifier que le diagnostic a amené une modification de la prise en charge, qui a amené une modification du pronostic, etc. Un autre commentaire, sans vouloir doucher l'enthousiasme, la thermoplastie bronchique dans l'asthme, les études qui montrent que c'est efficace sont sorties, avec également un recul de 10 ans. Malheureusement, cette efficacité est extrêmement modeste, extrêmement inconstante, avec un gros trou. On ne sait pas quel phénotype d'asthmatique sévère répond le mieux. Et avec l'arrivée des biothérapies qui, elles, ont une efficacité incontestable et largement supérieure, de toute façon, la thermoplastie a eu son compte réglé. Boston arrête la commercialisation. Donc pour l'instant, c'est fini. Il n'y a plus de thermoplastie bronchique dans l'asthme. Alors après, il y a eu la même histoire pour les valves. Peut-être qu'une autre société rachètera la technique. On verra. Mais c'est juste la thermoplastie, pour l'instant, c'est un sujet qui est un peu de côté. Par contre, je vous rejoins. Les techniques de réduction de l'emphysème sont en très fort développement. Les valves, c'est cher. La vapeur, pour le coup, c'est beaucoup moins cher. Il y a sans doute plein d'autres applications que la réduction d'emphysème. C'est de la vapeur d'eau, ça coûte rien. Hein. C'est pas gratuit parce qu'il y a le dispositif, mais presque. Il y a des études expérimentales dans les cancers. Peut-être que pour certains pays qui ont moins d'argent, un jour, ça permettra de concurrencer la radiothérapie, voire le cyber, qui coûteront... Enfin, si on arrive à prouver que ça a la même efficacité, mais qui seront moins chers. Et surtout, ça remet aussi la chirurgie dans le jeu de l'emphysème. Ça permet de resélectionner des patients candidats à la chirurgie, les bons répondeurs, et c'est vrai qu'il faut pas non plus... enfin, j'ai compris qu'en Tunisie, la chirurgie n'était pas prise en charge par la CNAM, hein, votre sécu, mais la chirurgie de l'emphysème repart très fort en France grâce aux techniques de l'endoscopie interventionnelle qui nous permettent de sélectionner les patients. Tout à fait, oui.